et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale update de mon Pumpkin Autumn Challenge. Je tourne un peu en avance parce qu'on est le 28 novembre, mais je sais que d'ici là j'aurai pas le temps de caser une dernière lecture pour compléter le challenge. Globalement, je vais vous faire un rapide bilan des livres que j'ai pu lire, parler de mon expérience personnelle. Et voilà, j'espère que je saurai rester efficace et concise parce que souvent j'ai du mal à me restreindre quand je fais un avis lecture. Mais pour la plupart des lectures, j'ai déjà fait un bilan dans d'autres vidéos. À chaque fois, je vais vous indiquer à quelle vidéo il faudrait se référer si vous voulez un avis plus abouti, plus constructif. Alors globalement, franchement, je suis trop contente de moi. J'ai fait plein de découvertes et des découvertes qui ont été vraiment enrichissantes dans mon expérience personnelle parce qu'il y avait pas mal de lectures qui me faisaient peur et donc que je repoussais depuis un moment et d'autres lectures qui me faisaient pas mal envie. Mais voilà, je retardais parce que j'avais la flemme, parce que l'occasion ne se présentait pas. Et donc ce challenge a été vraiment l'occasion pour moi de me motiver et de enfin lire ces livres et je regrette pas du tout. Il y en a, ça a été plus mitigé que d'autres, mais dans tous les cas, je regrette pas parce que je suis contente que ça fasse partie enfin de moi, de mon expérience de lecture en général. Alors en tout, il y avait pour rappel 12 sous-catégories divisées en 3 catégories et j'ai validé 11 sous-catégories sur 12. J'ai tenté de remplir toutes les sous-catégories de plusieurs lectures en général pour me donner le choix. Et il y a seulement une sous-catégorie où j'ai eu la flemme de valider. On reviendra dessus au fur et à mesure du bilan, mais franchement 11 sur 12, c'est plutôt cool. Et sachant que pour deux sous-catégories, j'ai lu plusieurs livres, donc voilà, c'était pas seulement 11 livres, c'était plus que ça, je crois que ça fait 14 livres. C'est pas dégueu. Et j'ai trop hâte de faire un petit bilan ici parce qu'il y a plein de lectures que je vous conseille. Avec la première sous-partie Monster Mash qui connaît ses mots-clés Halloween, créature, classique, comédie, danse. Et j'avais placé Les liaisons dangereuses et Adieu ma concubine. Et j'ai lu Adieu ma concubine de Liliane Ni, publié chez J'ai lu. Donc ça répond pas mal à cette sous-partie puisqu'on va suivre deux artistes qui nouent une relation fraternelle, quasi fusionnelle entre eux, qui vont évoluer également dans le monde de l'opéra de Pékin. Je l'ai lu dans le cadre d'un challenge 7 jours 7 livres, donc je vous y renverrai pour un avis plus construit. Mais grosso modo, je vous conseille, j'ai mis 4 sur 5. On a une narration qui est aussi entre l'onirisme, puisqu'on évolue dans le monde de l'art à travers la perception de deux jeunes protagonistes, dont un qui s'y abandonne et qui à travers l'art fuit le monde réel. Un monde réel qui est inscrit dans l'histoire de Chine du XXe siècle, où voilà, c'est une histoire qui est assez tumultueuse, qui est bousculée par pas mal de conflits avec la colonisation japonaise et ensuite les guerres civiles. Et peu à peu, on voit comment cette histoire-là va impacter le monde de l'art et comment ça va grignoter tout ce qui rendait le monde de l'art aussi inaccessible, aussi idyllique, aussi onirique. Et c'est un rappel à la violence civile qui peut être assez brutale. J'ai aimé comment ça a été délivré. Et avec ça, on a des personnages qui sont psychologiquement assez aigris, qui peuvent être également vicieux, mais on comprend d'où ils viennent au niveau de leurs mots, au niveau de leurs erreurs, des erreurs qu'ils vont commettre. Du coup, c'est un récit qui est à la fois très humain, très impactant, très poétique également, puisque la plume est tellement lyrique. Il y a une certaine délicatesse malgré toute la violence qui va prendre place progressivement. Et ça emprunte d'une certaine élégance qui rend le récit encore plus poignant. Également, on a des sentiments homosexuels non réciproques, ce qui fait que c'est un récit qui peut être assez tourmenté, assez amer. Et on a un des protagonistes, lui vraiment je l'ai adoré parce que c'est lui qui a une psychologie assez grise, assez complexe. Il va éprouver des sentiments assez amers comme la jalousie, l'envie, l'amertume. Bah oui, parce que l'amertume c'est un sentiment amer. Il va y avoir un dilemme identitaire en lui entre l'homme qu'il est et la femme, les rôles féminins qu'il joue. Voilà, ce sont des questionnements, des réflexions qui prennent place dans le récit, qui rendent le récit tellement foisonnant et vraiment, je suis trop contente de l'avoir lu parce que j'avais du mal à franchir le pas car je pensais que j'allais me confronter à un récit assez complexe au niveau de la plume, au niveau de la narration avec beaucoup de couches poétiques, de couches métaphoriques. Et au final, franchement, même si on saisit peut-être pas toutes les métaphores, mais on est facilement sensible à cette poésie, à ce lyrisme qui reste quand même assez accessible. Donc voilà, je le conseille parce que c'est un récit à la fois historique, très poétique, très poignant. Voilà. Je parle déjà trop. Pour la deuxième sous-catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter avec thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga? J'ai lu Le Petit Copain de Donatard, publié chez Pocket. Pareil, j'ai également consacré un vlog lecture dans lequel
Je parle de mon avancée assez ardue, pas très fluide dans ce récit. On a un enfant qui est mort très jeune et des années plus tard, on va suivre sa petite sœur qui a maintenant grandi, qui a maintenant 12 ans et qui va essayer de suivre les traces du meurtrier parce que c'est une affaire qui a été irrésolue, même si on sait que ce n'est pas juste un accident, c'est un meurtre ou un assassinat. C'est plus une histoire de deuil qu'une histoire où on va suivre une enquête. Au final, la vérité reste assez ouverte. Voilà, ne vous attendez pas à une fin avec toutes les révélations possibles. Non, ça peut être assez frustrant, mais plus on avance dans le récit, plus on se rend compte que c'est pas le but du récit, que c'est plus une histoire autour des enfants qui vont faire face à un monde adulte, impitoyable, brutal, rempli de désillusions, qui ne va pas aller dans le sens qu'ils veulent. Donc c'est un récit un peu transitoire dans la puberté ou du passage au monde adulte. Il y a notamment un sentiment nostalgique qui est puissamment prégnant. La manière dont Donata écrit, c'est vraiment sublime, c'est hyper vivide. Mais en dehors de ça, il y avait quand même pas mal de longueur. Genre regardez-moi ce pavé, il y avait pas mal de digressions pour moi. On s'intéressait à d'autres personnages secondaires qui m'intéressaient beaucoup moins que l'héroïne Harriet. Franchement, j'aurais tellement aimé la suivre un peu plus. J'aurais tellement voulu une narration plus centrée sur elle parce qu'elle est vive, elle est intelligente, mais elle a également ses failles. Il y a des moments de vulnérabilité qui sont très touchants. J'aurais tellement voulu me concentrer plus sur elle plutôt que m'essouffler en m'intéressant à des personnages avec un cartel de drogue et tout. C'est vraiment des trucs qui m'intéressent pas vraiment. Donc ça m'a lassé au fur et à mesure des pages et c'est très dommage. Donc voilà, petite déception. Je lui ai mis 2,5. Je pense que je vais hausser la note à 3 parce que dans l'ensemble, je sens qu'il y a quelque chose qui est assez intense. Je reconnais la qualité du récit et j'aime également le jeu autour du sens du titre, le petit copain, parce que tout du long, je pensais connaître l'identité du petit copain et en fait, vers la fin, il y a un petit twist qui fait que tu t'interroges et ça rajoute quelque chose de plus amer et de plus sensible au titre, je trouve. Troisième sous-catégorie, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec fatalité, deuil, esprit, fragments, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. J'ai lu Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, ici publié chez les classiques de Pocket. Ça correspond parfaitement, je trouve, à certains mots-clés. Alors celui-là, je n'ai pas encore chroniqué sur ma chaîne, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je lui ai mis 3,5 sur 5. C'est également une œuvre qui me faisait peur, comme la plupart des classiques, parce que j'ai peur que la plume soit trop complexe à lire pour moi. Mais franchement, déjà, c'est plus court que ce que je pensais, et ça se dévore. Je vais pas vous présenter, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai même ressenti une petite frustration du fait que ce soit trop court pour moi, parce qu'il y avait des scènes où on sentait le basculement psychologique, l'évolution vers un mode de vie plus immoral de la part du protagoniste, qui était résumé en petits flashs en fait. Genre c'était assez résumé, j'aurais bien aimé qu'on s'apesantisse plus sur ces épisodes-là pour montrer la dégradation psychologique, morale du protagoniste de manière plus détaillée et plus vive. Il faudrait toute une vidéo pour décortiquer et analyser l'œuvre, donc c'est pas mon but ici. Il y avait plein de mises en scène où c'était vraiment bien fait, où il y avait ouais, cette touche gothique très élégante, toute cette réflexion autour de la beauté. Il y avait des réflexions, il y avait des citations qui étaient très belles et la manière dont ça pouvait clasher la mocheté, la laideur. Enfin, vraiment, il y avait des phrases, j'étais en mode, c'est tellement violent verbalement. Il y avait un peu un côté, je sais pas comment dire, un peu salty, un peu salé, un peu drama queen et tout, avec des comparaisons assez insolites pour la description physique des gens, genre des descriptions pour soit exalter la beauté de personnes, soit pour clasher leur mocheté. Et c'était dur à encaisser. Et c'était trop drôle. Voilà, je pensais pas qu'il y aurait ces touches un peu humoristiques. Je pense pas que ça a été fait exprès, je sais pas trop, mais moi ça m'a fait rire parfois, tellement c'était violent. Et du coup, j'ai passé un bon moment. Et ça a été une bonne découverte, une très bonne découverte. Et pour la dernière sous-partie de cette catégorie, c'est Les songes maudits de Carmilla. Avec vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur nouvelle. J'ai également trouvé le parfait livre, c'est Entretien avec un vampire de Anne Rice, publié ici chez Pocket. C'est également un livre que je voulais lire depuis longtemps. J'avais déjà lu un Anne Rice, je crois que c'était sur les stats, que j'avais bien aimé malgré les multiples longueurs. Et c'est un peu mon reproche ici également. Il y a une plume qui est complètement exquise, mais j'ai l'impression d'avoir pas autant accroché que j'aurais voulu, malgré vraiment, je remets pas du tout en question le génie de Anne Rice. Il y a quelque chose de torturé qui transcende les limites de l'humanité, qui dote le récit d'un certain charme, auquel je suis pas insensible, parce que vivre aux côtés de ces vampires qui sont immuables dans le temps, qui transcendent tout, enfin, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de poignant, et Anne Rice le retranscrit vraiment bien, parce que voilà, il y a des réflexions
qui découle de cette différence entre le vampirisme et le fait d'être humain. Mais il y avait peut-être un peu trop de longueur, enfin, il y avait des moments qui étaient un peu trop monotones à mon goût, en tout cas dans la disposition d'esprit dans laquelle j'ai été quand j'ai lu le livre. Mais dans l'ensemble, vraiment, j'ai bien aimé. Il y avait des citations que j'avais relevées parce que j'ai trouvé impactantes, mais dans l'ensemble, ouais, c'est un peu mitigé, donc j'ai mis que 3 sur 5. C'est quand même une bonne note, parce que voilà, je le conseille quand même, parce que c'est une expérience, je pense que ça pourrait plaire à d'autres personnes plus que moi. Enfin, on va passer à la deuxième partie automne extraordinaire avec la sous-première catégorie, la bonne auberge de la pierre levée, avec fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyage, musique. J'avais hésité entre trois trilogies. Mon but avec cette sous-catégorie, c'était de lire une trilogie, en tout cas les trois premiers tomes d'une saga en entier. Et mon choix s'était porté sur deux sagas dont chaque tome constituait un pavé, donc c'était vraiment un challenge pour moi. Et j'ai choisi Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch, publié ici chez Bragelonne. Ce qui m'a motivée pour le lire également, ça a été l'actualité avec ce qui s'est passé au Louvre. Je voulais suivre des gens qui cambriolent les riches. Voilà. Et quoi de mieux que Les Salauds Gentilshommes? Et j'ai consacré un blog entier, sans spoil, sur mon aventure dans cette trilogie. Donc n'hésitez pas à aller la voir, même si c'est un peu long. Mais comme ça, vous aurez un avis plus approfondi de mon expérience. En gros, on va suivre une bande de voleurs qui volent des riches. Et à chaque tome, il y a plusieurs épreuves qu'ils vont devoir surmonter parce qu'ils sont pris au piège, souvent dans un double piège. Et donc, ils vont essayer à la fois de voler les riches, en même temps de se dépatouiller, de se libérer de ces pièges-là. Et je résume très mal, mais allez voir mon vlog. Dans l'ensemble, sinon, si vous avez la flemme, dans l'ensemble, j'ai été moins enthousiaste que la plupart des fans. Vraiment, vu les avis hyper élogieux autour de ces sagas, je me disais, vas-y, je vais foncer, je vais acheter toute la trilogie, en tout cas les 3 tomes qui sont parus. Je pense qu'il n'y a aucun moyen que je sois déçue. Alors, le premier tome a été franchement réussi et ça promettait mais du grandiose pour la suite. Je me disais, mais waouh, j'ai trop hâte de la suite parce que si le premier tome a déjà cette gueule-là, avec des rebondissements de malade, avec des doubles stratégies en fait où tu te fais toi-même prendre au piège par la narration, avec un héros en particulier qui se révèle charismatique, intelligent, vif, avec cette part de sensibilité également, avec un début de fin de famille, même si au début j'étais pas plus attachée que ça et je sentais qu'il me manquait un truc, mais je me disais j'ai encore 2 gros tomes, 2 gros pavés. C'est sûr que par la suite je vais m'attacher au personnage. Enfin vraiment, le premier tome était fou. Il y avait des. J'étais en mode, mais l'auteur il prenait des risques dans sa narration. C'était. Je m'attendais pas. Je me disais, mais c'est cruel, c'était grisant, c'était épique. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, bah, je trouvais que ça perdait en gravité, surtout dans le tome 3. Dans le tome 2, franchement, ça va, c'est juste que c'est une aventure maritime. C'est pas un environnement narratif qui me plaît plus que ça, parce que j'ai pas trop l'habitude, à part dans One Piece avec les 1000 épisodes. Mais là, en roman, j'avais un peu du mal parfois à visualiser les choses, mais franchement, ça allait. Mais dans le tome 3, franchement, je me suis cassé la gueule. Enfin, ça s'est cassé la gueule, et je me suis cassé la gueule avec, parce que je m'attendais tellement à tant de trucs, surtout qu'au début, en fait, on nous place dans un territoire qui normalement se révélerait hostile et j'ai l'impression d'avoir été trahie parce qu'au final il n'y a pas plus d'enjeu que ça. Si les héros, contrairement aux 2 autres tomes, si les héros ils perdent leur mission, et bah ils risquent pas grand chose, ils risquent pas la mort. C'était juste comme un spin-off, un arc secondaire juste pour passer du temps avec les personnages. Et voilà, donc j'ai été vraiment blasée par le tome 3 et je me suis pas plus attachée que ça au personnage alors qu'il y a vraiment une relation fraternelle au sein du récit, au cœur du récit. Il y avait des moments vraiment qui m'ont touchée, des moments complexes où ça mettait à l'épreuve leur dynamique parce que voilà, il y a des inégalités, il y a des déséquilibres qui peuvent exister dans leur relation, mais du coup c'est mis en avant pour les questionner et pour les faire évoluer vers une relation plus saine et c'était beau et j'aime beaucoup le fait que l'auteur ait pris le temps de développer ça parce que c'est tellement important et tellement précieux, mais il me manque un truc. Je reste quand même distante de la plume, de la manière dont l'univers et tout s'est développé, je sais pas. Mais au niveau du world building, évidemment, je remets pas du tout en question le génie de l'auteur, c'est hyper waouh, c'est grandiose, c'est colossal, mais c'est juste que ça l'a pas fait pour moi. Pour le tome 4, je crois que je lui ai mis 4 sur 5, le tome 2, 3,5 et le tome 3, 2,5. Donc voilà, on sent que ça a dégringolé. C'est dommage. Pour la deuxième sous-catégorie, autre saga à laquelle je me suis mise, Chaudron, Foudre et Clair de Lune,
avec les mots fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Je me suis concentrée sur notamment le mot-clé famille avec fantastique et magie. Avec Blackwater, ouais, j'ai commencé. Également, j'ai fait une petite vidéo, beaucoup plus courte que pour les salauds gentilshommes, sur Blackwater, sur ma première impression avec les 2 tomes de Blackwater. C'est une vidéo remplie d'interrogations, puisque je sollicite votre conseil. Est-ce que je peux ou pas continuer la saga, sachant que j'ai l'impression d'avoir moins accroché que la plupart des lectrices. Je voyais des avis dithyrambiques sur la saga, comme quoi c'était épique, comme quoi c'était incroyable. Et ce qui m'a manqué personnellement, c'est de l'attachement au personnage, parce que je me sentais détachée de ce qui pouvait leur arriver. Enfin, non, il y a des trucs horribles à la fin, tu peux pas rester insensible, mais dans le sens où il y a des dramas familiaux, mais pour moi c'est un peu des dramas de riches. C'est dans une société bourgeoise, aristocratique, je me sens détachée de ça de base dans la vraie vie, donc dans la fiction. Là, au niveau de la narration, ça m'a pas plus renoué que ça, alors que je m'attendais vraiment à m'attacher aux personnages, à leur psychologie, parce que oui, voilà, donc il y a des personnages qui sont assez gris, qui sont pas plus sympathiques que ça, mais ça attise pas ma curiosité plus que ça en fait. C'est plutôt en sa défaveur. Il y a des personnages que j'aime bien parce qu'ils sont gris, mais je peux y trouver une fascination, alors que là, c'est juste, bah, ils sont pas plus cool que ça, du coup je suis pas plus attachée. Enfin, vous voyez un peu cette différence. Donc je me demandais, est-ce que au fur et à mesure des tomes, on va quand même s'attacher aux personnages. Je m'attache quand même aux enfants, parce qu'ils sont purs, ils sont trop mignons, mais pour les autres personnages, je m'en fous un peu. À part pour l'antagoniste, elle est fascinante. Elle est hyper flippante. Et donc j'en viens à l'autre aspect qui me donne envie quand même de poursuivre la saga, c'est l'aspect surnaturel, avec cette violence inouïe à laquelle je m'attendais pas. Il y a des mises en scène glauques, il y a des mises en scène qui font assez flipper, qui te maintiennent en haleine, et surtout, mais gore, mais sanglante, mais je m'attendais pas. Tu sens, mais à la fin du 2e tome, tu sens que l'auteur il a pas de limite. Et dans les commentaires, quelqu'un m'avait dit que le tome 3 était le meilleur, et en plus le tome 3 s'appelle La Maison, et j'avoue que la maison, une des maisons en particulier, m'intrigue vachement, parce que tu sens que il y a une certaine aura qui s'en dégage, qui peut être assez fascinante. Donc j'ai envie de m'y intéresser, et si le tome 3 se concentre autour de ça, et qu'on m'a dit que c'était peut-être un des meilleurs tomes, voire le meilleur tome, donc j'ai quand même hâte de lire la suite. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça. J'ai mis la note de 3,25 pour les 2 tomes. J'attends d'en voir plus. La 3e sous-catégorie, c'est le cercle de la Comté, avec fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Alors j'avais misé sur des mots-clés comme réconfort, joie. Cette saga, c'est ma comfort saga, évidemment, mais le tome 4 m'a déchiré le cœur, mais les mots, j'ai tellement pleuré. Le tome 4 de Nevermore, Silverborn de Jessica Townsend, publié ici chez Orion Hachette en anglais. Il n'est pas encore sorti en français, mais Pocket Jeunesse a annoncé qu'il allait prochainement sortir, donc voilà, patience. Si ça vous intéresse, pour accompagner votre prochaine lecture, si vous allez le lire, j'ai fait un vlog spoilant, un peu façon de lecture commune, c'est découpé en chapitres, en tranches de chapitres. Sur ma chaîne, c'est la vidéo que j'ai préférée le plus tournée ever, c'est ma vidéo préférée. Même si voilà, ça va pas faire un nombre astronomique de vues parce que c'est hyper spoilant, c'est le tome 4 d'une saga, ça va pas forcément intéresser ou être accessible pour tout le monde, mais c'était pour ma satisfaction personnelle et je suis trop contente parce que c'est une capsule de souvenirs mais tellement précieuse, où j'ai fait que pleurer, où j'étais en train de fangirler, et il y avait tellement de moments. Et sinon, juste après ça, j'ai fait une vidéo non spoil avec mon avis sur la saga entière de Nevermore, pourquoi vous devez la lire, et avec une section à la fin qui parle de mon avis sans spoil sur le tome 4. Donc voilà, vous pourrez vous y référer, mais laissez-moi un peu fangirler pendant quelques minutes. Je vais essayer de me limiter à 2 minutes, mais ce que j'ai adoré, c'est que la Found Family est tellement bien développée. C'est l'un des meilleurs développements de la Found Family ever, parce que on va partir de Morrigan qui est l'héroïne, et on va pas négliger ses traumas, ses blessures d'enfance, le fait qu'elle a subi, qu'elle a souffert de la négligence parentale, des abus psychologiques, qui l'a placée dans une disposition de solitude, mais contre son gré, et ça impacte inévitablement ses relations, son rapport avec les autres, son estime d'elle-même, sa manière de concevoir ses relations avec les autres.
Et c'était tellement bien fait. Et le fait que l'autrice ne néglige pas ça, parce que pendant tous les tomes, même si la Ford Family est adorable et que Morgane est heureuse d'avoir trouvé une famille de cœur, mais elle éprouve quand même des doutes, des remises en question, de l'amertume, de la jalousie envers des familles biologiques. Et là, ça se cristallise dans ce tome d'une manière tellement poignante, tellement bouleversante. Il y a des moments, mais ça m'a déchiré le cœur. C'était d'une violence, ça reste accessible aux enfants, mais c'était violent, mais c'était nécessaire. Et du coup, j'ai ragé, j'ai été frustrée, mais c'était de la bonne frustration parce que c'est fait exprès et c'est pour une bonne cause, entre guillemets, parce que ça nourrit de manière réaliste le développement de Morrigan et malgré tout, il y a des moments de fin de famille, il y a des moments, les meilleures scènes d'amour, de tendresse ever au sein d'une fin de famille. Il y a des déclarations, il y a des moments de démonstration d'affection, c'est d'une prouesse. Mais en fait, ça part pas de nulle part. C'est pendant chaque tome, ça build up, tu vois. Et c'est slow burn un peu. Et du coup, il y a des moments de culmination, ça se dit, je sais pas, où c'est des effusions d'amour. Mais c'est tempéré, c'est naturel et c'est bien placé. C'est super naturel, c'est super fluide. C'est l'une des meilleures sagas de fin de famille ever. C'est ce tome-là, c'est ma meilleure lecture de l'année peut-être, je sais pas, mais ça m'a fait vivre, oh my god, mais ce que j'ai vécu chaque jour, c'est trop bien, vraiment, c'est ce genre de lecture où tu te dis, waouh, j'adore lire parce que je ne fais pas que lire, je vis avec des personnages alors qu'ils sont fictifs, mais ils sont ancrés en moi, ils me font vivre des choses, mais c'est au-delà de la fiction et c'est juste magique en fait. Voilà, donc, meilleur souvenir, c'est incroyable. Ah, et on retombe comme un souffle, puisque du coup, on débouche sur mon abandon, qui fait que je n'ai pas réussi entièrement le challenge. C'est la dernière sous-catégorie de cette partie, latte, une variation sophistiquée et crémeuse, donc avec un livre dont la couverture est grosso modo marron-beige. Et j'ai sorti de ma palle Anne de Green Gables de Lucy Montgomery, publiée chez Monsieur Toussaint Louverture. Euh, je l'ai abandonné hier. Petite anecdote, entre parenthèses. Hier, j'ai eu un entretien pour un poste. Je pense que je vais pas l'avoir le poste, malheureusement. Mais l'une des dernières questions, c'était quelle est votre lecture du moment? Et j'ai dit Anne de Green Gables. Et j'ai dit que j'avais besoin d'une bonne compagnie, chaleureuse, qu'on a l'habitude du bien. Et la dame m'avait demandé, ah bah est-ce que ça répond à vos attentes? Et j'ai dit oui. Et le soir même, j'ai abandonné. Donc j'espère que les personnes de l'entretien ne vont pas tomber sur cette vidéo parce qu'après vont penser que j'ai menti. Mais j'ai pas menti parce qu'au début, vraiment, j'accrochais bien. J'aimais bien la compagnie de Anne et surtout que j'en avais besoin parce que je suis dans une période où j'ai l'impression de dépérir, où je manque de confiance en moi et j'avais besoin d'une compagnie comme Anne pour me rappeler qu'il faut profiter des plaisirs de la vie. Que dehors, même s'il fait gris, même s'il fait moche et tout, il y a quand même des choses hyper cool à en tirer. Et bref, voilà, vous voyez ce genre de choses. Le truc, c'est que hier, je me suis. Bah, déjà, je- c'est con, mais hier soir, donc, quand je me replongeais dans le roman, et bah, je me reconfrontais de nouveau à cet entretien pour le poste. Au fait que j'ai pas plus argumenté que ça sur mon avis sur Anne de Green Gables, alors que c'est ma passion, c'est de parler de mes lectures, mais tu sais, quand t'es dans un entretien, c'est un cadre plus officiel, c'est un cadre assez intimidant, et donc vraiment, j'ai parlé, mais c'était pas construit, c'était vraiment fouillé, on aurait dit que j'ai juste déballé des choses comme ça et que j'avais même pas lu le livre, quoi. Donc ça m'a cringe de replonger dans ce souvenir-là à travers la lecture. La deuxième chose, c'est que je me suis lassée. Les petites leçons de vie, le fait que Anne, elle déborde d'imagination et que il y a des citations qui sont vraiment belles et qui ont fait écho en moi et je pense qu'ils pourraient me marquer. Le truc, c'est que je trouve que c'est un peu redondant et que les leçons de vie sont délivrées de manière pas très naturelle. Enfin, je sais pas, c'est un peu trop forcé pour moi et je suis pas, peut-être pas dans le bon mood. Mais en même temps, ça fait la 50e fois que j'essaye de relire Anne de Green Gables et j'ai envie d'adhérer à la hype, j'ai envie que ce soit mon comfort book aussi, mais j'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop idéalisé pour moi, le fait que c'est champêtre et que je sais pas en fait, je sais pas, je vais arrêter de me forcer et je vais arrêter. J'ai encore mon marque-page, je me suis arrêtée à la page 219. Il me manquait 150 pages, mais je vais l'enlever. J'ai abandonné. Je suis deg. Alors qu'il y a des profils de personnages qui me plaisent, comme Matthew, le père adoptif, l'oncle adoptif de Anne.
Le fait qu'il soit très introverti, je me reconnais en lui, je trouve que c'est trop mignon, et sa relation avec Anne, et Anne, sa perception des âmes sœurs aussi, c'est tellement beau. Mais je sais pas, la narration, à chaque fois que je lis, mon esprit divague autre part. J'arrive pas à rester concentrée. On verra peut-être plus tard, des années plus tard, mais pour l'instant, ça le fait pas. Je suis désolée, cette vidéo s'étire en longueur, mais on est enfin à la dernière catégorie, automne rayonnant. Avec première sous-catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas fort. Mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. J'ai lu Le génie lesbien de Alice Coffin. Je l'ai pas avec moi parce que j'ai prêté, parce que il faut que tout le monde le lise. Ah, c'est un essai. C'était revigorant, c'était énergique, il y avait cette hargne, cette énergie, ça faisait du bien, ça montrait pourquoi le lesbianisme, c'était l'arme ultime pour remettre en question et pour défoncer le patriarcat. Il y avait des anecdotes, il y avait des réflexions, il y avait le retour d'expérience de l'autrice comme journaliste et comment dans les médias, il y a un peu cette réticence face aux luttes féministes, aux luttes trop woke, entre gros guillemets, parce qu'un profil trop militant pourrait porter préjudice et pourrait donner une mauvaise image de soi, une image de partialité. Du coup, ça amène à des questions sur est-ce que le journaliste, ça doit être neutre ou pas? Bah non, pas forcément. En plus, c'est impossible quasi d'être neutre parce que... Enfin bref, ça explique mieux que moi avec tous les filtres journalistiques, avec comment notre engagement peut donner sens au journalisme justement. C'était trop bien, c'était hyper rafraîchissant. Il y avait des anecdotes de ces opérations militantes, il y avait des punchlines qui étaient tellement bien mises et tellement bien pensées contre le patriarcat. Et voilà, donc franchement ça fait du bien et je conseille à tout le monde. C'est hyper accessible, c'est super facile à lire, ça se lit tout seul. Pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo challenge 7 jours 7 livres si vous voulez. Et j'ai mis 4,25 pour la sous-catégorie ma meilleure ennemie. En plus, je crois en novembre, ça fait un an tout pile depuis la sortie de la saison 2 de Arcane. Moi, j'ai découvert en décembre, donc c'est un peu plus tardif pour moi. On s'en fout. Non, en vrai, on s'en fout pas, parce que c'est un peu dans le thème. Donc, pour les mots-clés, c'était dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Et j'ai mis en BSA un spin-off de Arcane, Chosen of the Wolf de C.L. Clark, publié ici chez Orbit. En français, ça a été publié chez Mana Books, je vous conseille, c'est trop bien. C'est un livre qui m'a plus marqué que ce que je pensais à la sortie de ma lecture. Pareil, si vous voulez mon avis, j'en ai fait une vidéo dans un challenge où je lis 100 pages en VO par jour. En gros, j'ai eu du mal un peu avec l'anglais parce qu'il y avait des termes de combat, de technologie avec lesquels j'étais pas forcément à l'aise. Et donc parfois il y avait certaines mises en scène qui étaient assez brouillonnes dans ma tête. Mais en fait, Ambessa m'a plus marqué que ce que je pensais. Parce que c'est un personnage gris. Quand tu regardes Arcane, elle est un peu définie comme une antagoniste, mais là, c'est une anti-héroïne. Et c'était trop fun à la suivre, dans le sens où tu peux pas prévoir ses actes. Elle est prête à tout pour conserver son pouvoir, elle est prête à tout pour protéger ses enfants. Elle a une manière de concevoir ça qui fait qu'elle va être prête à écraser tout le monde, même une partie de sa famille. Et il y a des moments, il y a des choix, j'étais en mode, mais elle est folle, c'est une dingos, mais ça m'a bluffé, ça m'a horrifié, mais de manière positive, entre guillemets, parce que c'était des prises de décision risquées, ambitieuses, mais ça ressemblait à Ambessa. Et le fait que l'autrice, elle soit allée aussi loin dans la perception d'Ambessa, franchement, c'est trop cool. Et puis, ouais, le fait que Ambessa, c'est à la fois une souveraine, mais également une mère, et qu'elle néglige aucun des deux rôles, bah, c'est fort, c'est un fort message féministe. Et puis, j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur sa famille, notamment sur Mel, et sur son frère qu'on voit esquisser 2 secondes dans la série, qui m'a pas plus marqué que ça, parce que bah, je connaissais pas le lore autour de leur famille, parce que je joue pas à LoL. En apprendre plus sur eux, les voir de manière plus vulnérable, avec leur relation fraternelle qui est tellement attendrissante, les relations familiales également compliquées, parce que du coup on va suivre 2 clans rivaux, mais issus d'une même famille, de la famille de Ambessa. Ça, c'était porteur de scènes poignantes, amères. Waouh, non mais vraiment à la fin, j'étais mais oh, incroyable. Donc je vous conseille, j'ai mis 3,75, mais je pourrais peut-être l'augmenter à 4 sur 5 parce que franchement, en vrai, j'ai garde un bon souvenir. Avant-dernière sous-catégorie, pour nous qui avons besoin de souffler, nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. J'ai lu 2 livres, 2 petits livres. Le premier, c'est Ivresse d'une sage fugitive de Sophie Nguyen, publié chez les éditions Maya. C'est un recueil de poèmes de ma cousine, donc
Ça a été un honneur et un réel plaisir et une réelle fierté pour moi de lire ce recueil où elle va décortiquer, où elle va livrer une part de ses relations intimes, que ce soit familiales, amoureuses, amicales, des pensées de vie, des pensées philosophiques, des réflexions sur voilà, ses choix, etc. Tout ça, c'est partagé dans un cadre à la fois intimiste et universel parce que je pense qu'on peut se reconnaître dans sa plume, dans des métaphores, dans des comparaisons qui sont déroulées de manière authentique, avec des mots qui sont vraiment bien choisis. Et ma partie préférée, c'est quand elle parle de ses relations, parce que du coup, comme on est de la même famille, elle parle de certains membres de sa famille, et donc c'est amusant pour moi d'essayer de relier les poèmes aux personnes dont elle parle. Ce sont des portraits qui sont très émouvants, et je pense qu'on peut également, en tant que personne extérieure, apposer des membres de notre propre entourage sur les poèmes, sur les mots, les descriptions qui sont choisies. Il y a même un poème qui m'était dédié, donc ça c'était particulièrement émouvant, la manière de voir comment elle me perçoit. C'est très encourageant, c'était magnifique. C'est également un recueil qui est illustré. Voilà. Donc pour le recueil, en vrai c'est un coup de cœur parce que en même temps je peux pas être totalement objective parce que ça m'émeut véritablement, mais c'est parce qu'il y a une portée très, très personnelle. Mais dans l'ensemble je le mettrais 4 ou 4,5 parce que j'ai pas l'habitude des poésies. Franchement ça doit être le premier recueil de poésie que je lis depuis des années. Donc je sais pas trop en matière de poésie vraiment ce que ça peut valoir, mais je pense que c'est de bonne qualité parce que les mots, enfin la souplesse de certaines la souplesse. Où est-ce que je vais avec cette analyse littéraire? Le rythme des mots, la musicalité qui en ressort, c'est quand même réussi, je pense. Et voilà, donc je conseille. Et dans cette sous-catégorie, j'ai lu Le blé en herbe de Colette, publié ici chez J'ai lu. J'avais acheté parce que c'était pas cher, c'était 3 euros. Et également parce que j'ai toujours voulu découvrir la plume de Colette, mais ça m'intimidait de ouf parce que je me disais que ce serait une plume tellement foisonnante, tellement riche, peut-être un peu trop riche pour moi. Et effectivement, c'est court, mais waouh, c'est intense et c'est complexe. La manière dont elle arrive à décrire les sentiments dans l'adolescence, le passage à l'âge adulte, les émois amoureux, sexuels, entre notamment deux jeunes amis d'enfance. Il y a des citations, elle arrive à frapper fort. C'est d'une justesse, mais impressionnante. Je trouve qu'il y a un équilibre entre la pudeur et la sensualité de certaines scènes qu'elle décrit. Je sais pas comment dire, mais c'est charnel, c'est vif, c'est visuel, c'est graphique, mais il y a cette poésie, je saurais pas comment décrire. Je ne suis pas spécialiste, mais en plus j'ai lu qu'une œuvre d'elle, donc voilà, je saurais pas plus décrire que ça son œuvre, mais ça m'a donné envie de m'intéresser à d'autres de ses œuvres, et j'espère que voilà, ce sera abordable pour moi, parce que j'éprouve quand même encore une certaine appréhension, parce que je vois à quel point ça peut être très riche, mais ça vaut le coup, et j'ai envie de me challenger dans cette perspective littéraire. Donc voilà. Oh, on est enfin arrivé à la dernière lecture, dernière sous-catégorie, rester tout le temps avec Brindy, amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, BD. J'ai lu Breath of the Dragon de Shannon Lee et Fonda Lee, publié ici chez Wednesday Books. Fonda Lee, donc, qui est l'autrice de la saga, de Greenbone Saga. Je m'étais arrêtée en cours de route dans cette saga, et j'avais la flamme un peu de continuer, donc je me suis intéressée à ce premier tome d'une autre saga d'elle qui a l'air plus young adulte. Au début, je voulais faire un vlog lecture sur ce livre, et au final, j'ai eu la flemme parce que j'ai pas plus accroché que ça. J'ai mis 3 sur 5. Ah oui, pour Colette, j'ai mis 3,25. Donc ce roman 3 sur 5, c'était très shonen. Alors, grosso modo, on est dans un univers sinisé, fantastique, avec un territoire divisé en deux comme le mur de Berlin. Sur un territoire, il est interdit d'user de la violence, des armes, de se battre nous-mêmes. Les gens dépendent totalement du pouvoir en place et de l'élite armée qui est désignée et qui peuvent défendre la population. Et on va rencontrer une famille avec un père qui a entraîné ses deux fils qui sont des jumeaux. Et donc ils vont se faire arrêter, sauf l'un des deux jumeaux qui est doté d'un certain pouvoir qui lui permet d'accéder à cette élite armée. Je sais plus c'est quoi comme pouvoir. En gros, c'est des écailles de dragon qui montrent qu'il est l'un des élus et que lui, il a le droit d'accéder à une formation pour devenir un défenseur de la patrie, un truc comme ça. Les autres membres de la famille sont, à part la mère, qui elle peut rester avec le fils, le père et l'autre jumeau, bon, je suis désolée, c'est hyper fouillis, le père et l'autre jumeau, ils sont exilés dans l'autre territoire, qui sont un peu considérés comme des barbares, je crois, parce que eux, ils usent de la violence et tout. Et des années
passe et l'autre jumeau qui n'a pas de pouvoir. Il est un peu frustré parce que lui il aime bien se battre, il veut participer à un tournoi. C'est un tournoi qui réunit les personnes les plus fortes. Le gagnant pourra devenir un conseiller slash général, je sais plus trop, du seigneur, du roi. Et le héros, lui, il veut accéder à une certaine reconnaissance, à un certain prestige, et il va participer à ce tournoi contre la volonté de son père, parce que son père voulait le protéger, son père ne veut pas prendre le risque de perdre son fils, parce que ce tournoi peut être assez dangereux. Et voilà, c'est un livre qui fait très shonen au début, parce que du coup, tu as un tournoi, tu as un héros qui est assez casse-gueule, qui est assez tête brûlée, qui est très têtu, qui est assez ambitieux, qui a un rival qui va devenir peu à peu un ami, qui a une amie d'enfance qui ne le laisse pas indifférent. Il y a un frère qui est séparé, donc peut-être que par la suite, il va y avoir voilà, un contraste entre les deux frères, parce que c'est pas exploité dedans, le frère qui a accédé à l'élite armée, là, il apparaît plus, mais je pense que par la suite, comme ils ont eu des éducations différentes, et dans deux territoires différents, donc ils vont avoir des visions de vie différentes, j'imagine. Il y a également un mentor, il y a un tournoi carrément, les arcs de tournoi, c'est hyper classique dans les shonen. Donc voilà, il y a vraiment cette vibe-là, même dans les combats, mais ça m'a pas plus plu que ça. Je sais plus ce qu'il y a. Enfin, à la fin, il y a un retournement de situation qui fait que l'intrigue prend un peu en complexité, mais ça m'a pas donné plus envie que ça de le lire parce que peut-être ça fait peut-être un peu trop adolescent pour moi. Je me suis pas plus attachée que ça au personnage, malheureusement. Ouais, franchement, c'était cool à lire, mais je me suis lassée de plus en plus vers la fin. Donc je sais pas trop. Donc voilà, on termine ce bilan avec un avis très mitigé, de moins en moins convaincant et convaincu parce que je commence à avoir faim. Il est 13h48 et j'ai toujours pas mangé. Voilà, donc grosso modo, je suis contente de moi, de ce bilan. Vous voyez, ça a été très riche. Il y avait plein de choses. Il y avait du contemporain, il y avait du classique, il y avait du thriller, je sais pas, horrifique avec Blackwater, de la fantasy. Franchement, c'était bien fourni. Après, je restais un peu frustrée parce qu'il y avait plein d'autres livres que je voulais lire, comme Plein ciel de Siècle Ban, Les liaisons dangereuses, des web novels chinois également. Mais bon, j'ai encore le temps. Franchement, j'ai trop hâte. Ça fait déjà quand même pas mal de livres dans ce bilan. Dites-moi si vous avez participé au challenge, quelles ont été vos meilleures découvertes, vos pires découvertes. Est-ce que vous avez réussi à remplir votre challenge, peu importe si vous avez voulu remplir les 12 catégories ou une seule. Est-ce que vous avez des conseils également en termes de lecture automnale, frissonnant? Parce que je reste encore un peu dans ce mood, parce que pour moi, automne et hiver, ça reste frissonnant, ça reste un peu glacial et tout, vous voyez. N'hésitez pas également à vous référer à mes autres vidéos pour des avis plus construits, parce que c'est frustrant pour moi de ne pas pouvoir argumenter à fond comme je veux sur les lectures. Donc n'hésitez pas, je pense que ça peut être intéressant, sans vouloir trop me jeter des fleurs, mais bref, merci infiniment d'être venu à bout de cette vidéo. Je crois qu'elle a été assez longue. J'espère que ça vous a plu, que voilà, ça vous a intéressé, que ça vous a donné peut-être des idées de lecture. J'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles lectures, d'autres bilans lecture tout aussi riches. Et j'espère que ces prochains mois d'hiver s'annonceront satisfaisantes et riches en termes de lecture pour vous comme pour moi. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!